Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un oiseau légendaire qui apparaît dans les mythes les plus anciens d'Amérique du Nord, qui est toujours vivante dans les récits actuels, qui est au centre de terribles prophéties et qui, selon beaucoup, a été chassé et photographié. Oui, tu as bien entendu. Le terme « lost media » est utilisé pour englober tout un ensemble de matériel visuel ou sonore qui a été perdu ou qui n'est pas disponible pour le public. Il s'agit généralement de matériel qui ne survit que parce que quelqu'un s'en souvient. Parmi les nombreux lost media qui existent, il y en a un qui est emblématique et qui est intimement lié à la cryptozoologie et à la géologie. Un lost media que beaucoup continuent de rechercher, dans l'espoir de faire la lumière sur un mystère qui tourmente une communauté d'enthousiastes depuis des décennies. Comme nous le savons déjà, il y a eu une époque où les documents n'existaient que dans leur format original et n'avaient pas encore été numérisés. Conserver ces documents n'a pas été une tâche facile et en fait, de nombreux fichiers ont fini par disparaître au fil des années. C'est pourquoi, si tu as grandi à une époque pré-internet, il est probable, par exemple, que tu aies vu dans des magazines ou d'autres médias analogiques des images qui sont aujourd'hui perdues ou très difficiles à retrouver. Et si je te disais qu'il y a eu un moment dans l'histoire où un journal aurait publié l'image d'un être terrifiant qui avait été capturé par un groupe d'hommes? Mais ne nous avançons pas. Qu'est-il arrivé à cette photo mythique? Est-elle réelle? Est-il vrai que quelqu'un l'a même montré à la télévision? Pourquoi y a-t-il des gens qui veulent que la fameuse photo ne tombe pas entre nos mains? Pour essayer de répondre à ces questions, nous allons plonger dans l'étrange affaire du Thunderbird et de la photo disparue. Si ce reportage vous plaît ou si ce sujet vous intéresse, nous en avons fait plusieurs sur cette chaîne, je vous invite à regarder les autres que nous avons réalisés. Vous pouvez laisser un like juste en dessous et écrire le mot cryptide si plus de 1000 personnes écrivent cryptide. Nous allons préparer un autre reportage, et peut-être, probablement, nous parlerons des fondateurs de la cryptozoologie, qui est, disons, cette science ou pseudo-science en réalité, qui se consacre à étudier ces êtres dont l'existence n'est pas encore scientifiquement prouvée. Commençons. Né du tonnerre, l'histoire du Thunderbird commence bien avant l'existence des appareils photo, des journaux ou d'Internet. Elle commence à une époque où les mythes n'étaient pas la seule façon de comprendre l'inexplicable, où la frontière entre le réel et le symbolique était une ligne floue, tracée par le besoin de survie, par la peur de l'inconnu et par le respect envers des forces qui, manifestement, n'étaient pas humaines. Dans ce contexte, les peuples autochtones d'Amérique du Nord ne se contentèrent pas de croire au Thunderbird. Ils le vénéraient, craignaient sa possible présence et l'intégraient à leur vision du monde. Comme s'il s'agissait d'une entité vivante, aussi tangible que la forêt qui les entourait ou que le ciel qui grondait au-dessus de leur tête. Chez les peuples Lakota, par exemple, le Thunderbird était bien plus qu'une simple créature volante. C'était une divinité du ciel, un esprit guerrier qui gouvernait les tempêtes et punissait les ennemis de l'équilibre naturel. Selon leurs récits oraux, le battement de ses ailes était si puissant qu'il pouvait provoquer des éclairs. Quand il ouvrait son bec, il n'en sortait pas un chant d'oiseau, mais un tonnerre qui faisait trembler la terre. On disait qu'il vivait au-delà des nuages, sur une montagne sacrée, invisible aux yeux des humains. On suppose qu'il descendait sur Terre seulement lorsque l'humanité perdait sa voix, quand il fallait rétablir l'ordre par la terreur. Les Ojibwa, par exemple, assuraient que les oiseaux tonnerres étaient des êtres envoyés par le Grand Esprit pour protéger le monde contre des créatures maléfiques, comme les Wendigo cannibales, esprits de la forêt. Dans leurs récits, les oiseaux tonnerres étaient les ennemis naturels de ces abominations. Et le son des orages n'était rien d'autre que l'écho de leur bataille dans le ciel. Selon les légendes, ces oiseaux géants pouvaient changer de forme, se dissimuler dans la brume et communiquer avec les anciens à travers des visions. Leur présence n'était pas considérée comme un mauvais présage, mais comme un avertissement qu'un mal bien plus grand approchait. Pour les peuples Apaches, le Thunderbird était une créature ambivalente, associée à la fois à la destruction et au renouveau. Il disait que ses plumes étaient aussi grandes que des lances et que ses yeux brillaient comme des braises ardentes au milieu de la nuit. Lorsqu'il apparaissait dans le ciel, c'était le signe que le monde était sur le point de changer, que quelque chose de profond bougeait dans l'âme de la terre. Certains chamans affirmaient pouvoir invoquer son esprit lors de rituels secrets, utilisant de la fumée, des tambours et des chants que seuls les initiés pouvaient prononcer. Le plus troublant, c'est que ces récits ne sont pas isolés.
Il existe des histoires similaires parmi des tribus qui n'ont jamais eu de contact entre elles à travers tout le continent. Des Haïda du Pacifique Nord jusqu'aux Chickasaw du Sud, en passant par les Navajos, les Cris et les peuples du Sud-Ouest. Tous décrivent le Thunderbird avec des caractéristiques étonnamment similaires. Taille colossale, contrôle sur le climat, capacité de voler au-delà des nuages, et une présence qui inspirait à la fois le respect et des frissons. Il ne s'agissait pas d'un simple oiseau, mais d'une entité cosmique, un gardien interdimensionnel, peut-être une forme de vie présente même avant l'existence du temps. On pourrait penser que ces similitudes sont dues à un besoin psychologique partagé par les humains. Sous cet angle, le Thunderbird ne serait rien d'autre qu'une sorte d'archétype universel de l'inconscient collectif. Une forme symbolique qui représente la puissance de la nature ou la colère des dieux. Mais certains pensent que ces explications sont insuffisantes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les colons anglais qui sont arrivés sur ces terres ont commencé à documenter des observations qui avaient trop de points communs avec les dessins rupestres réalisés des siècles auparavant. Comment cela pouvait-il être possible? Les conquistadors, eux aussi fraîchement arrivés, avaient-ils été influencés par les récits d'autrefois? Ou bien y avait-il dans les hauteurs quelque chose de sombre qui refusait de disparaître? Plus inquiétant encore, se pouvait-il que des oiseaux réellement gigantesques soient tapis dans des endroits reculés, cachés aux yeux des hommes la plupart du temps? Au fil des années, toutes sortes de conjectures apparaîtraient. Tant les sceptiques que les amateurs d'histoires surnaturelles auraient l'occasion de briller avec leurs théories. Surtout dans la seconde moitié du 19e siècle, lorsqu'une série d'événements marquerait à jamais l'histoire de ces mythes. Et en fait, ils donneraient naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la cryptozoologie, plus des tribus. Lorsque les États-Unis étaient encore en pleine expansion territoriale et que les plaines de l'Ouest étaient encore un territoire sauvage, de nombreux hommes décidèrent de quitter leur ville, leur famille et même leur nom pour chercher fortune dans l'inconnu. C'était l'époque des pionniers, des explorateurs, des chercheurs de trésors. Mais c'était aussi l'époque des esprits les plus agités et curieux, des chasseurs de bêtes et des chroniqueurs de l'inexplicable. Dans ce terreau, les histoires sur le Thunderbird cessèrent d'appartenir exclusivement aux peuples autochtones pour devenir une partie du folklore américain. Et plus encore, dans les titres de journaux, les lettres, les journaux personnels et les coupures qui sont encore conservés aujourd'hui dans les bibliothèques universitaires ou dans des collections privées. Comme s'il s'agissait de pièces d'un puzzle complexe. Le premier cas documenté qui a allumé l'étincelle du mythe moderne, on ne sait pas s'il date de 1886 ou de 1890. Les versions sont contradictoires. Oui, il est clair que l'événement a eu lieu à Thompson, en Arizona. Thompson était un village poussiéreux, connu pour ses duels entre cow-boys et hors-la-loi. Quelque chose de très proche du paysage que nous imaginons habituellement lorsque nous évoquons l'imaginaire du western. C'est dans un décor de ce genre qu'a eu lieu l'une des rencontres les plus déconcertantes jamais enregistrées à ce jour, selon un article publié dans le journal local de Thompson, Epitaph. Deux éleveurs, dont les vrais noms n'ont pas été conservés, affirmaient avoir abattu avec leurs fusils une créature gigantesque dans le désert. Il s'agissait d'un oiseau aux ailes membraneuses, semblables à celles d'une chauve-souris, et d'un corps énorme couvert d'écailles, comme s'il s'agissait d'un reptile. Les hommes ont mesuré la créature, déterminant qu'elle mesurait 48 mètres de long et avait une tête de 2,4 mètres. L'article détaillait qu'après l'avoir poursuivi à cheval et lui avoir tiré dessus à plusieurs reprises, les hommes étant parvenus à faire s'effondrer bruyamment la créature au sol. Ensuite, le monstre avait été pendu à la porte d'une immense grange. Le récit était glaçant, sans exagérer. Elle suggérait qu'enfin, on disposait de preuves solides pour démontrer l'existence de ces sinistres créatures volantes, qui avaient toujours enflammé l'imagination des habitants locaux. Deux hommes armés avaient-ils réussi à abattre le mythique oiseau tonnerre? Ce récit a rapidement popularisé d'autres témoignages, qui jusque-là avaient été écartés car jugés peu sérieux. C'est ainsi que l'on a appris, par exemple, ce qui s'est passé à Creel, au Texas, en 1903. Là aussi, c'est un journal local qui a été chargé d'apporter aux citoyens une nouvelle déconcertante. Apparemment, plusieurs habitants d'une communauté rurale avaient vu ce qu'ils ont décrit comme, et je cite, « une créature avec des ailes aussi grandes qu'un wagon de train et un cri qui déchirait les tympans. » Plus tard, en 1932, pendant la Grande Dépression,
Un jeune chasseur dans les forêts de Pennsylvanie a écrit dans son journal intime qu'il avait vu un oiseau aux proportions impossibles. Plus grand qu'un avion postal, avec des plumes sombres et un regard qui semblait intelligent. Cet homme, identifié comme Edward Shaw, a disparu quelques semaines plus tard dans des circonstances peu claires. Son journal a été retrouvé par son frère dans une cabane abandonnée et il est aujourd'hui conservé dans la collection privée d'un musée de cryptozoologie dans le Vermont. Ces récits intrigants ont permis d'alimenter certains débats qui perdurent encore aujourd'hui, des débats qui s'intéressent à l'origine possible de ces oiseaux infernaux. Le mystère était immense et empêchait de dormir des professionnels de divers domaines. Cependant, aucune de ces histoires n'aurait le même impact que la première, celle de Tombstone. La raison est simple. Dans les années 60, quelqu'un a affirmé que l'épitaphe ne s'était pas contenté de mentionner la rencontre des hommes avec la grande créature. Dans une édition de 1963 du magazine Saga, un écrivain connu sous le nom de Jack Byrne a affirmé qu'avec la nouvelle intrigante, une photographie de l'animal capturé avait été publiée. Cette rumeur n'a pas tardé à se répandre et, en fait, cette photo est devenue une sorte de sainte graal de la cryptozoologie. Et c'est avec ce détail que notre histoire revient au début. À la recherche de la photo perdue, Jack Pearl assurait avoir vu la photo de ses propres yeux. Selon lui, l'oiseau avait été transporté en ville dans une charrette. Et la photo le montrait cloué à un mur, les ailes déployées. Tandis que 6 hommes se tenaient devant le cadavre, les bras ouverts et les doigts se touchant du bout. Lorsque des chercheurs modernes ont recherché cette publication originale, ils ont découvert quelque chose d'alarmant. Cette édition spécifique du journal n'existe pas dans les archives. Presque toute la collection est conservée, sauf les éditions dans lesquelles la photo aurait été imprimée. Dans certaines bibliothèques, elle est signalée comme perdue. Dans d'autres, elle n'est tout simplement pas répertoriée. C'est comme si quelqu'un s'était chargé d'éliminer spécifiquement cette pièce. Ce phénomène ne se produit pas seulement avec l'épitaphe. Certains affirment que l'image est apparue dans une vieille édition de Fate Magazine dans les années 50, une publication spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Des centaines de collectionneurs de magazines vintage ont fouillé les anciens numéros à la recherche de cette image. Certains affirment même l'avoir vue dans leur enfance. Dans un article intitulé « Behemoth du ciel », publié soi-disant en 1957. Mais quand on consulte les archives de ce magazine, devinez quoi ? Oui, elle n'existe plus. Incendie et déménagement sont passés par là. Une grande partie de ce qui a été utilisé pour ces publications a aujourd'hui disparu. Pour augmenter la paranoïa de certains, les rares versions physiques du magazine qui circulent sont incomplètes ou avec des pages arrachées. Une coïncidence répétée avec trop de précision pour ne pas paraître suspecte. D'autres croient se souvenir avoir vu la fameuse image dans le magazine Beyond dans les années 70. Un cas particulièrement troublant est celui de M. Victor Lareux, un bibliothécaire à la retraite d'Ottawa. Qu'en 1981, il a contacté des chercheurs en cryptozoologie, affirmant qu'il avait vu l'image lorsqu'il était enfant. Dans un certain nombre de magazines qu'il a feuilletés en attendant chez le dentiste, il a décrit avec précision la photographie qui, selon lui, montrait 2 hommes portant des chapeaux. Stetson posant rigidement à côté d'un être ailé, suspendu à l'entrée d'une étable, avec les ailes déployées et un bec aussi long que le bras d'un adulte. Lareux a juré avoir cherché le magazine des années plus tard, en vain. Le numéro avait non seulement disparu des archives internes de la bibliothèque. À la maison d'édition et chez le distributeur, on lui expliqua qu'il n'en avait pas d'exemplaire. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Le plus effrayant dans tout cela, c'est qu'il existe de multiples descriptions concordantes de la même image dans différents endroits, à différentes époques, par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées. Comment se fait-il que tant de personnes se souviennent d'une photo aussi précise ? Est-ce un cas d'hystérie collective ou bien une expérience sociale à grande échelle ? Sommes-nous face à un effet Mandela ou bien sommes-nous face à une grande dissimulation qui nous pousse vraiment à remettre en question plusieurs choses ? Un autre des personnages clés de ce mystère fut Ivan T. Sanderson, un biologiste de formation, mais aussi un fervent chercheur de l'anormal. Sanderson fut une figure centrale durant les années fondatrices de la cryptozoologie. Son obsession pour l'inexplicable l'a conduit à fonder, en 1965, la Société pour la recherche de l'inexplicable, connue sous le nom de Société pour la recherche de l'inexplicable. C'est précisément au sein de cette organisation que l'on a dit que la célèbre photo du Thunderbird avait été conservée. Mais si cette image a réellement existé, où se trouve-t-elle aujourd'hui ?
L'histoire officielle raconte qu'elle a été perdue lors d'un sinistre survenu dans les entrepôts de Sanderson en 1955. Il a été affirmé que la photo a été détruite dans les flammes, avec d'autres documents. Cependant, les récits ultérieurs contredisent cette version. Il existe des preuves indirectes que la photographie a circulé jusqu'en 1965, une décennie après l'incendie présumé. Cela suggère qu'il existait au moins 2 copies. L'une d'elles a peut-être brûlé, oui, mais l'autre aurait été dérobée par des inconnus. John A. Keel, auteur de Créatures étranges du temps et de l'espace, a également affirmé avoir vu la photo du Thunderbird. Keel est une autre figure éminente dans l'étude du paranormal, et, selon lui, il a eu une conversation avec Sanderson. Entre 1965 et 1966, où Sanderson lui-même aurait avoué que l'image était perdue. Keel a affirmé l'avoir vu publiée dans les années 50. Il se souvenait précisément de la scène. L'oiseau ressemblait à un ptérodactyle mort suspendu à une grange, tandis que plusieurs hommes posaient devant, minuscules, face à cette aberration ailée. Certains sont même allés jusqu'à dire que Sanderson a montré l'image à la télévision lors d'une interview dans The Pierre Burton Show. Mais comme si une force mystérieuse s'efforçait inlassablement de dissimuler cette preuve, cet épisode a également disparu. Il n'a jamais été rediffusé. Personne n'a jamais été retrouvé l'ayant enregistré, même par erreur. Naturellement, les sceptiques sont immédiatement passés à l'attaque. Ils ont affirmé que ce n'était pas une photo qui avait été montrée dans cette émission, mais simplement un dessin. Un croquis réalisé par Sanderson lui-même, peut-être dans l'intention d'illustrer le mythe. Peut-être que Sanderson avait montré un dessin, puis avait décrit en détail la fameuse photo, créant ainsi cette confusion dans l'esprit des gens. Au-delà de cela et de l'obsession que cette fameuse photographie a suscité chez de nombreux internautes, le mystère du Thunderbird ne s'arrête pas au 19e siècle, ni même aux premières décennies du 20e siècle. Au fil des années, les témoignages d'observations d'oiseaux géants ont continué à apparaître, en particulier dans les régions isolées des États-Unis et du Canada. Des endroits où les frontières entre le réel et l'imaginaire semblent s'estomper. Cas récent. Les personnes qui vivent dans des zones éloignées de l'agitation des grandes villes semblent être plus en contact avec l'inexplicable. En 1977, par exemple, dans le comté de Lawrence, dans l'Ohio, un homme nommé William Hall a affirmé avoir vu une créature qui ne pouvait pas être classée comme quoi que ce soit qu'il ait vu auparavant. Dans ses propres mots, il a décrit un oiseau énorme, avec des ailes noires qui couvraient complètement le ciel. Et il a affirmé que la créature l'a suivi pendant plusieurs minutes alors qu'il voyageait sur une route solitaire. Selon lui, l'oiseau n'était pas seulement gigantesque, mais sa présence provoquait un bruit sourd, comme un grondement lointain. Un son qui l'a rempli d'une angoisse écrasante. Le cas de Hall a été pris au sérieux par certains cryptozoologues, mais il a rapidement été ridiculisé par les médias locaux. Et l'observation est devenue un autre rapport étrange d'un homme qui a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Cependant, ce qui est curieux, c'est que beaucoup d'autres personnes dans la région ont commencé à raconter des expériences similaires. De gigantesques oiseaux qui traversaient le ciel pendant des tempêtes, des ombres qui glissaient le long des pentes des montagnes, et de silhouettes ailées qui n'ont jamais été vues de près, mais dont la taille ne pouvait être niée. En Alaska, durant la même décennie, une série de témoignages concernant des observations d'oiseaux de taille démesurée a commencé à attirer l'attention. Dans l'Arctique, certaines communautés de pêcheurs ont signalé l'apparition d'oiseaux monstrueux qui s'élevaient au-dessus de la mer. Chaque témoignage semblait plus étrange que le précédent, mais il y avait un point sur lequel toutes ces personnes étaient d'accord. Ces oiseaux n'étaient pas de ce monde. Ils ne ressemblaient pas aux oiseaux que nous connaissons. L'un des cas les mieux documentés s'est produit en 1997, lorsqu'un groupe de touristes à Montagne Blanche, une région située entre les États du Tennessee et de la Caroline du Nord, a rapporté avoir vu une bête gigantesque avec des ailes si grandes qu'elles ont bloqué la lumière du soleil pendant plusieurs minutes. L'histoire a été brièvement couverte par la télévision locale. Mais en essayant de faire un suivi, les journalistes n'ont pas seulement échoué à retrouver les témoins, mais les enregistrements originaux de ceux-ci ont mystérieusement disparu. En conséquence, l'enquête a été rapidement classée. En 2013, un groupe d'adolescents dans le Montana a filmé ce qu'ils ont décrit comme une ombre volant à haute altitude, une silhouette immense qui glissait silencieusement entre les montagnes. La vidéo a été mise en ligne sur YouTube, mais elle a rapidement été supprimée pour des violations présumées de droits d'auteur. La légende raconte que la chaîne qui avait initialement mis en ligne la vidéo a disparu du réseau quelques jours plus tard. Les garçons terrifiés auraient laissé une note sur divers forums.
Dans le même témoignage, ils affirment que la créature qu'ils ont vue semblait avoir une petite tête par rapport à la taille de ses ailes, comme s'il s'agissait d'une figure aux proportions absurdes, une sorte de dinosaure. La vidéo, bien sûr, n'a jamais été retrouvée. Les observations sont devenues aussi courantes que les légendes qui les accompagnent. Les experts, cependant, hésitent à enquêter sur ces incidents, à moins qu'ils ne puissent être contrôlés, classés et expliqués dans les paramètres de la science officielle. Pendant ce temps, ceux qui affirment avoir vu le Thunderbird sont ridiculisés et privés de toute crédibilité. La branche la plus radicalisée de la cryptozoologie a suggéré que tant la photo perdue que le reste des preuves de l'existence du Thunderbird. Non seulement elle a été victime de la malchance, mais elle aurait aussi été classée délibérément. Mais par qui ou par qui? Et, plus important encore, dans quel but? La conspiration est-elle née? Il existe des théories affirmant qu'après avoir été publiée accidentellement, la photo du Thunderbird aurait été confisquée par des agents fédéraux, supposément du FBI. Bien que d'autres assurent qu'il s'agissait d'une agence encore plus secrète, toujours liée à ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Majestic 12. Cette version a été alimentée par un document partiellement déclassifié en 1993. Dans lequel il est fait mention de photographies récupérées d'entités aériennes biologiques non cataloguées, potentiellement préhistoriques, détectées en Arizona, dans le Missouri et le nord de la Californie. Bien qu'il ne soit jamais fait mention directement du Thunderbird, la description correspond. Et ce n'est pas le seul indice. Un mythe raconte qu'en 2004, le journaliste et écrivain Mark Chorvinsky, qui enquêtait sur le mythe du Thunderbird depuis plus de 20 ans, a reçu un colis anonyme contenant une copie en noir et blanc d'une image détériorée, soi-disant numérisée à partir d'une publication de 1936. L'image montrait deux hommes posant devant ce qui semblait être une créature ailée, suspendue à une structure en bois. La créature avait une apparence étrange, entre reptile et oiseau, avec des écailles visibles et un bec recourbé. Chorvinsky a tenté d'authentifier la photo, mais quelques mois plus tard, il est décédé subitement d'un problème cardiaque. Le scan, quant à lui, a fait l'objet de multiples analyses, sans résultat concluant. Aujourd'hui, il fait partie de la collection du Musée international de cryptozoologie à Portland, dans le Maine, où il est exposé comme un possible Thunderbird d'origine inconnue. Il y a aussi le cas du chercheur indépendant Ken Gerhardt, qui affirme avoir parlé à plus d'une douzaine de personnes qui assurent avoir vu la photographie. Dans des livres scolaires, d'anciens almanachs et même des manuels scolaires dans les années 60 et 70. L'un de ces témoins, une enseignante retraitée du Tennessee nommée Ruthie McLaren, a déclaré se souvenir de l'avoir montré en classe lors d'une leçon sur les animaux disparus, pensant qu'il s'agissait d'une image fausse ou illustrative. Lorsque, des années plus tard, elle a essayé de retrouver ce livre, non seulement il n'était plus là, mais personne d'autre ne se souvenait l'avoir jamais utilisé. Tout cela a amené certains théoriciens à proposer une hypothèse aussi troublante qu'extrême. Que l'image en question a bel et bien existé, mais qu'elle a été effacée, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Comme si quelqu'un avait utilisé des techniques de manipulation de masse, de contrôle de l'information, ou même des technologies expérimentales pour altérer la perception collective. Une sorte de réinitialisation douce de l'histoire, où le souvenir n'est pas complètement effacé, mais devient flou, presque onirique. Est-ce que cela a un sens? Dans tous les cas, pourquoi tant d'efforts pour cacher une simple photographie? Pourquoi créer tout ce silence autour d'une image en noir et blanc? La réponse est sans appel. La photo aurait été retirée de la circulation pour éviter que le public ait accès à une vérité qui pourrait profondément bouleverser notre compréhension du monde naturel. Et en effet, certains disent que ce qui a été vu n'était pas un oiseau ordinaire, ni même un survivant de l'ère des dinosaures, mais une créature interdimensionnelle qui apparaît dans notre monde à des moments précis, qui se manifeste près des orages électriques ou dans des endroits où la réalité semble se déchirer brièvement. D'autres soutiennent que le Thunderbird est une sorte de drone biologique créé par des civilisations non humaines, servant de sorte de surveillant aérien, et que sa photographie a été supprimée par des agences gouvernementales parce qu'elle impliquait de reconnaître l'existence d'entités en dehors des limites du paradigme scientifique. Si tout cela était vrai, le point le plus sombre de cette histoire ne serait pas l'existence du Thunderbird, mais plutôt l'intérêt institutionnel à ce que le sujet ne soit pas abordé. Ceux qui soutiennent les théories du complot affirment qu'il existe un groupe non officiel de contrôle biologique qui travaille dans l'ombre.
une sorte d'Interpol de l'anormal, chargé de dissimuler toute preuve de faune non répertoriée qui pourrait perturber la stabilité sociale. Il serait responsable de faire disparaître des corps, de détruire des photographies, de soudoyer les médias, voire d'éliminer physiquement ceux qui s'approchent trop près de la vérité. Ça paraît exagéré? Peut-être. Mais alors il faut se demander, pourquoi? À une époque où chaque détail de notre vie est enregistré dans le cloud. Aucune image authentique du Thunderbird n'a été divulguée. Pourquoi aucun dossier, aucun article de journal, aucun négatif n'a survécu? Est-ce parce que tout cela est un mensonge? Ou est-ce parce que ces soi-disant hommes en noir font un excellent travail? Les sceptiques, quant à eux, préfèrent donner d'autres explications. D'autres explications. Le zoologiste et auteur, le Dr Carl Zucker, a proposé qu'un déclencheur du mythe de la photographie du Thunderbird pourrait avoir été l'image d'une cigogne marabout, tenue par les ailes par des membres d'une tribu africaine. Cette image a été publiée dans de nombreux livres populaires au début des années 1970, y compris le livre Guinness des records. Il n'est pas négligeable qu'à cette époque, le livre Guinness était le deuxième livre le plus vendu au monde, juste derrière la Bible. Se pourrait-il alors qu'en réalité beaucoup aient vu l'image d'un énorme oiseau abattu? Mais tous les autres détails n'étaient tout simplement que le fruit de leur imagination. En mélangeant une image réelle avec un récit faux, un récit imaginaire, cela pouvait-il générer un faux souvenir, mais rempli de détails? Certains chercheurs du phénomène, qu'ils viennent de la cryptozoologie ou du révisionnisme historique, soutiennent que le Thunderbird ne serait pas une créature unique, mais ferait partie d'une espèce relique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifierait qu'il s'agirait d'animaux préhistoriques qui auraient survécu dans des régions inaccessibles, comme les Appalaches, les montagnes rocheuses ou même les marécages denses et hostiles du Grand Sud. Selon cette théorie, des espèces comme Quetzalcoatlus, l'un des plus grands ptérosaures connus, auraient pu avoir des descendants adaptés à de nouveaux environnements, et leurs observations seraient à l'origine des légendes d'oiseaux géants. Mais nous n'avons pas à nous limiter à l'Amérique. Pensons par exemple à l'Afrique centrale. On raconte que le Kongamato n'est pas un simple oiseau. Il ne chante pas, il ne vole pas haut pour chercher des poissons, et il ne construit pas de nid. Il se déplace comme un spectre, glissant entre la brume des rivières Zambèze et les marais de Bangweulu. Les chasseurs qui l'ont vu ne le comparent pas à un oiseau, mais à quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose qui ne devrait pas exister. Quelque chose que, si la science devait le nommer, serait un ptérosaure. Oui, un reptile volant de l'ère des dinosaures. Une peau rougeâtre, sans plumes, avec un bec rempli de dents acérées et des ailes membraneuses, semblables à celles d'une chauve-souris. Des créatures qui auraient soi-disant disparu il y a plus de 65 millions d'années, mais qui, selon les récits des habitants locaux, rôdent toujours. Le nom Kongamato signifie littéralement « briseur de bateaux », parce que c'est exactement ce qu'il fait. Il attaque les canoës, détruit les petites embarcations et, dans certains cas, il a tué ceux qui ont osé traverser ses territoires. Ce n'est pas un symbole spirituel, ce n'est pas un totem de sagesse. Les tribus le décrivent comme un démon de l'air, un émissaire de la mort. Et ces récits ne sont pas nouveaux. L'un des premiers à avoir consigné cette histoire fut l'explorateur britannique Frank H. Milland, dans les années 1920. Dans son livre « En Afrique ensorcelée », il raconte comment les habitants, en voyant des dessins de ptérosaures dans ses livres, désignaient avec assurance « ça, c'est le Konga ». Mato Mellan fut stupéfait. Les autochtones ne connaissaient pas la paléontologie occidentale, ils n'avaient aucune notion des fossiles ni des ères mésozoïques, et pourtant, ils décrivaient avec une précision effrayante des créatures qui devraient être éteintes. En 1956, un homme grièvement blessé arriva dans un hôpital de Zambie. Il avait de profondes coupures à la poitrine et dans le dos. Lorsque les médecins lui ont demandé ce qui lui était arrivé, il a répondu d'une voix tremblante « Un oiseau géant m'a attaqué, il avait des dents comme un démon ». Comme si cela ne suffisait pas, en 1988, une équipe d'expéditionnaires dirigée par des scientifiques cryptozoologues s'est rendue dans le nord du Congo pour enquêter. L'un d'eux, un zoologiste australien nommé Peter Beach, a affirmé avoir vu une créature semblable au Kongamato survoler la zone au crépuscule. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait aucune preuve, seulement un témoignage saccadé et effrayant. Comment la science explique-t-elle cela? C'est simple. De nombreux professionnels pensent que toutes ces observations correspondent à d'autres cigognes. Beaucoup proposent le grand bec en sabot comme l'oiseau que l'on confond souvent avec un monstre. Est-ce que tout cela se résume à ça, à des personnes terrifiées qui maximisent ce qu'elles voient lors d'une crise de panique?
Quoi qu'il en soit, l'idée que nous soyons en présence de Thunderbirds reste très séduisante, même si peut-être, si le Thunderbird est réel, nous devrions nous en inquiéter. Pourquoi ? Parce que dans un recoin reculé des mythes autochtones nord-américains, il existe une prophétie que beaucoup n'osent pas prononcer à voix haute et qui a un lien avec ces oiseaux mythiques. Prophétie du tonnerre. Il existe une prophétie connue parmi les peuples les plus anciens des grandes plaines et des montagnes rocheuses. Et elle a été transmise de génération en génération sous forme de chuchotements et de mythes que, pour la plupart, seuls quelques initiés ont réussi à déchiffrer. La prophétie parle d'une époque future, une période de grandes convulsions et de changements, où les ailes du Thunderbird couvriront le ciel, déchaînant à la fois des tempêtes et des cataclysmes. Certains la considèrent comme un avertissement, un rappel que le cycle de destruction et de renaissance que représente le Thunderbird est sur le point de se réaliser à nouveau. Et avec cela, les humains devront faire face à quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Mais, comme c'est le cas pour de nombreuses prophéties, ces détails sont vagues et ambigus. Que signifie réellement cet avertissement ? Certains suggèrent que les ailes du Thunderbird ne sont pas simplement une référence littérale à la créature, mais une métaphore du chaos naturel qui survient lorsque l'humanité perd sa voix. D'autres, plus sombres, affirment que le Thunderbird sera le messager d'une invasion. Une force cosmique qui ne fera pas que déchirer la réalité telle que nous la connaissons, mais qui la remplacera par une nouvelle forme d'existence. Et pendant que tout cela se produit, le Thunderbird observera depuis le ciel, comme s'il était le gardien de la transition. Un témoin non seulement de l'histoire des peuples autochtones, mais aussi d'un cycle bien plus vaste qui précède et succède à l'humanité. Au fil des années, alors que l'humanité fait face à des crises mondiales, à des catastrophes naturelles de plus en plus intenses et à la sensation croissante que le monde change à une vitesse sans précédent, la figure du Thunderbird reste un symbole troublant. Est-ce un être cosmique, une créature destinée à revenir encore et encore, annonçant des extinctions inévitables ? Ou simplement un rappel que la nature, dans toute sa magnificence et sa puissance, ne pourra jamais être totalement contrôlée. À partir des années 1990, des reconstitutions artistiques de la photo perdue du Thunderbird ont commencé à apparaître. Il est probable que les personnes qui se souviennent avoir vu la photo à l'ère d'Internet se rappellent en réalité l'une de ces contrefaçons. Cependant, il existe une génération plus âgée qui affirme avoir vu le célèbre cliché, l'original, celui qui est perdu depuis tant d'années. Est-il possible que le Thunderbird ait réellement existé un jour ou n'est-ce qu'une construction collective ? Un désir humain d'imaginer des créatures au-delà de notre portée. Un Thunderbird a-t-il été chassé et photographié en 1886 ou en 1890 ? Peut-être que nous ne saurons jamais la vérité. Peut-être que le Thunderbird continue de voler dans l'obscurité au-dessus de nos têtes. Peut-être qu'il est déjà trop loin pour qu'on puisse le retrouver. Mais le mythe ne disparaît pas, et comme tout mythe, il reste vivant, il continue de s'étendre, il continue de grandir. C'est un monstre ailé, une ombre qui plane sur notre compréhension de la réalité. Et il peut arriver que, pendant un certain temps, nous l'oublions, du moins jusqu'à ce qu'un tonnerre très fort retentisse au loin. Alors nous saurons que l'heure est venue. Et peut-être que notre dernière pensée sera « Aurais-je le temps de prendre une photo avant que tout se termine ?»